j'ai allumé en fait. C'est pour ça que quand tu parlais avec les micros comme ça, on t'entendait. Tu es d'où? Moi, je suis de la base, je suis de Montpellier, mais j'habite à Paris. Ah, tu es de Montpellier? Ouais, à la base, je suis de Montpellier. Qui dit le contexte, ça va être tout ça. Ah ouais? C'est typique de Montpellier. D'accord, ok. C'est partout en plus. Je suis de Montpellier. Moi, je viens de place, mais ah oui, c'est un peu. Quand on entend tout ça, il y en a un. Enfin, tout ça, il y en a un. C'est quand on passe. Ah oui, oui. Ah oui. T'es candidat là-bas? T'es candidat là-bas. D'accord, c'est drôle. Ouais, pas bien, non, c'est quand on a droit, c'est mieux, moi, moi je suis précis sur ça. Oui, c'est alors que ça, quand on s'en va. Quand on est sans poste dedans, il le fasse. Et que ça. Et dans la commande, voilà. Je sais que le prochain maire, je suis arrivé hier. Non, pas trop. J'ai fait le train, depuis Paris, c'est vers ça. C'est 2 heures et. Oui, il y en a peu par contre. Il y en a peu, il y en a un. Je mets les bons. Là, t'es étudiant sur Paris? Ouais, j'étudie l'école de métier. Là, c'est la dernière année. Ouais. Ouais. De Lille, j'attends. Bonjour. Je dois parler avec vous? Moi j'ai ramené, j'ai ramené. Ah. Après si vous avez une place dans votre chambre, ça par contre on verra ce soir je crois. Il risque d'y avoir une place. Mais c'est pas sûr, qu'il y ait des places. En fait il y a des places. Mais c'est pas sûr qu'il y ait des places avec. J'ai ramené. Là tu peux aussi dormir à l'intérieur. Je conseille de dormir dedans. Ouais, parce que c'est frais humide. Il a vraiment plus quand on dormait dans ce. Elle est en dortoir.
Angelo s'est motivé, il allait en entente avec, comment il s'appelle, Paul de l'Île-de-France. Jeune Polo. Bon, d'ailleurs, moi je pouvais pas. Il y a pas mal de temps pour des... Ouais, c'est ça. Quelle tendance? Quelle tendance à la gauche du PS? C'est cool. C'est con. Ça. Deux micros pour l'animateur et Sandrine Rousseau. Ils sont allumés. Merci. C'est déjà le micro, il est allumé. Pas besoin de prendre votre temps. On va s'asseoir. Allô, allô. On va commencer. Voilà, il y a quelqu'un aux manettes. Ouais, bah ça doit être ça. Alors. On va commencer. Voilà, alors nous allons commencer cette première série d'auditions citoyennes. Donc moi je suis Laurent Sablic de l'agence Grand Public et Frédéric Gilly qui est là prendra le relais avec Pierre Laroutourou qui s'est déjà installé parmi nous, qui sera la deuxième personne, je ne vais pas dire à y passer, mais en tout cas à être audité par les citoyens. Et donc le principe que je vais vous rappeler est assez simple au fond. Ça dure 45 minutes, on va s'y tenir, il est 10h moins le quart, ça nous amène à 10h30 si mes calculs sont bons. Nous allons commencer avec Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes, alors je cherchais une manière de vous présenter, donc j'ai proposé écologiste, économiste et féministe, ça vous va? Ça résume pas mal la chose, ouais. Voilà, donc vous allez inaugurer ce cycle d'audition citoyenne. Donc le principe, je le disais, est assez simple. On va commencer par un petit film de 6 minutes. Ceux qui resteront à la deuxième audition le verront 2 fois. Des fois, c'est nécessaire pour en saisir tous les aspects. Alors, c'est un petit film, vous le verrez, qui est issu d'une série d'enquêtes, puisque avec Frédéric, dans notre agence, nous faisons chaque année une bonne centaine d'enquêtes dans toute la France. On enregistre des milliers d'interviews de Français. On fait environ 150 réunions publiques sur des projets de territoire, des projets d'entreprise, des projets associatifs, où on donne la parole aux citoyens. Ça tombe donc très bien pour cette journée. Alors la difficulté, je ne vous le cache pas, c'était de résumer des dizaines et des dizaines d'heures absolument passionnantes en 6 minutes. Et encore, on nous avait dit 4, donc on a un peu triché sur les bords, mais c'est assez difficile. Donc ce n'est pas un sondage, ce n'est pas
une enquête qui prétend dire ce que pensent les Français. C'est quelques propos qu'on a retenus de choses que nous entendons et qui peuvent nourrir la discussion. Donc ça va se passer de la manière suivante. On va diffuser dans un instant cette petite enquête. Je vous donnerai la parole dans la salle. Il y a des micros puisqu'il y a les bénévoles du Festival des idées qui sont très actifs pendant tout le festival et qui sont là pour vous donner les micros. Évidemment, je reviendrai vers Sandrine Rousseau pour qu'elle réagisse à la fois à ce qu'on a entendu et à la salle. Ça sera le début de notre réunion. Et puis dans la deuxième, on enchaînera avec au fond la possibilité pour Sandrine Rousseau de nous dire quel écho elle voit entre les projets qu'elle porte, la vision qu'elle porte et ce que vous dites et ce que disent les Français que vous connaissez évidemment, comme tout le monde, parce que vous les rencontrez dans vos activités de citoyens, personnels, professionnels, et bien entendu vous vous faites un avis sur ce qui se passe, pas seulement en regardant la télé, j'espère pour vous. Voilà, donc on va regarder tout de suite ces 6 minutes, si c'est prêt, c'est bien. Alors, bon voilà, je vais me pousser et ensuite on entamera la discussion. Je pense que c'est parti. Le président de la région n'a aucun pouvoir, le maire local n'a aucun pouvoir, le député local n'a aucun pouvoir, et le préfet, représentant de l'État, en principe, quel pouvoir? Bah, les boîtes, ils ont... Et c'est un problème de démocratie, parce qu'on vote pour des élus, mais ils n'ont pas le pouvoir. La mondialisation, il y a tout. Il y a des bons côtés par rapport à toutes les avancées, par rapport à toutes les recherches, par rapport à la paix, tout ça dans le monde, c'est grâce à l'Europe. Mais d'un autre côté, on perd peut-être un petit peu de reconnaissance. La boulet dans l'univers mondial, européen et national, c'est une goutte d'eau dans la mer. Quand on voit les GAFA, les Google, Amazon, Facebook et Apple, on a le sentiment qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'objectif humain ou altruiste derrière ça. Et c'est frustrant en fait. Est-ce que nous, on est vraiment écoutés? Il n'y a personne qui vient, personne de la municipalité qui vient voir comment ça se passe ici. Je sais qu'ils n'ont pas trop le temps pour aller partout. Moi, ça fait 20 ans que je suis là. Et personne, j'ai jamais vu personne. Après, peut-être qu'ils sont venus, j'étais pas là. Mais je sais pas où j'étais parce que je suis toujours là. Je fais un appel aux élus d'être plus présents dans ce quartier. Nous aussi, on va les aider, les élus. C'est pas que les élus, entre guillemets, seuls. Ils ne peuvent pas changer le monde, les élus. Il faut une complicité entre les citoyens et les élus pour aller de l'avant. Il y a une partie de Marseille qu'on laisse là planter, qu'on laisse se démerder, tandis que l'autre partie, on donne tout pour cette partie. Parce que ça ramène des touristes, du coup ça ramène plus d'argent à l'État. La partie, comme je dirais, les quartiers nord et tout ça, c'est laissé à part. Les mairies et les communes, elles souffrent énormément, quoi. Elles ont moins de rentrée d'argent. Si elles ont moins de rentrée d'argent, elles ne peuvent pas entretenir leur route comme avant. On n'a pas Internet, on n'a pas la fibre optique. Je pense sincèrement qu'ils nous prennent pour des gros ploucs. On est quand même 50% de la population, c'est pas rien. La France, elle favorise finalement ceux qui sont déjà très favorisés. C'est-à-dire qu'on va aller de plus en plus vite de Paris à Marseille, mais on ira de plus en plus lentement de Verdun à Bar-le-Duc. J'ai voulu consulter au CMP, donc centre médico-psychologique le plus proche de chez moi. C'est à 9 km, à Saint-Aubin-d'Aubigné. Or, on m'a répondu que non, je ne pouvais pas m'y rendre. Je devais aller à Rennes à 25 km. Je pourrais le faire juste à côté de chez moi, mais non. Je dois faire des kilomètres, parce que je ne suis pas dans la bonne agglomération. Bien vivre, ce serait tenir compte du ressenti des gens. Vous avez tel âge, donc vous êtes automatiquement, comment ils appellent ça, dépendant. Oh, même si on ne peut pas faire, on n'est pas pour autant dépendant. Combien de fois on a pu entendre que la France était un modèle, que ce soit par son service public, que ce soit par sa justice, que ce soit par sa police, par son hôpital, par ses ingénieurs. On doit s'enorgueillir du système français. Et on doit peut-être le réorganiser, le simplifier dans certains domaines. Mais ne pas l'abandonner. Sur le plan écologique, en 2050, on aura des grands soucis, que ce soit montée des eaux, pollution de l'atmosphère. On a un bon exemple aussi ici, c'est la vallée de l'Arve. On va retrouver effectivement un petit nuage gris assez sympa au-dessus. Les entreprises voudront toujours produire plus, voudront
faire plus. Même moi, j'aurais toujours envie de plus voyager, de faire plus de choses. On assiste vraiment à une explosion au niveau du béton et on voit très bien, notamment au niveau des transports et tout ça, que c'est pas du tout adapté, quoi. Moi, personnellement, je me sens oppressé, clairement. On a un espace, un lieu de vie qui est adapté à un nombre de personnes, à une nature, à une culture. Et quand il y a trop de monde qui vient, forcément, la dilution, l'état d'esprit change. Le fait d'être confiné, on s'est rendu compte que l'économie aussi en avait pris un coup, en fait, et que du coup, nos agriculteurs, si on n'utilise pas leurs services, c'est quelque chose qui va disparaître. Quand les gens me disent la France est bien, je leur dis oui, elle est bien. Mais d'un côté, il y a le positif et le négatif. Elle est bien, mais elle accueille des personnes qu'il ne faut pas. Les étrangers, ils ont plus que nous, les Français. Ça nous fait du mal à ceux qui habitent dans les villes, que des maires s'occupent d'autres personnes qui ne sont pas ici. Cette mixité sociale, elle me donne une intelligence émotionnelle dans mon milieu de travail, une empathie, un leadership en fait finalement naturel qui se crée en vous. Et ça, je suis sûre que vraiment dans le monde du travail, c'est une richesse inouïe. J'ai 40 ans, je ne sais même pas si je vais avoir une retraite plus tard. Rien que ça déjà. Donc je me dis, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont avoir ? Il faut que je leur laisse quelque chose. Comme je fais partie de la classe des laissés pour compte, je gagne trop pour pas avoir et je gagne pas assez pour avoir, automatiquement, ils vont être tributaires financièrement de mon avenir à moi et ma femme, quoi. On nous dit beaucoup, oh, dans les villages, il n'y a pas de boulot, il y a des jeunes qui font rien. Non, si on aide ces jeunes-là, il y a du boulot dans les villages. Si on les encourage à monter leur petite auto-entreprise ou leur entreprise SARL chez nous, ils resteront chez nous. Mon rêve, ce serait de pouvoir ouvrir ma société. Et pourquoi pas passer de patron à grand patron. Quand on travaille pour quelqu'un, c'est bien. Mais quand c'est nous, on fait travailler les gens, c'est encore mieux. Liberté, égalité, fraternité, je rajouterai à la suite solidarité, parce que c'est inévitable en France. Moi qui ai pu faire un voyage en Californie, on pourrait s'inspirer déjà de la joie de vivre. Ça serait un petit peu mieux pour tout le monde. Puis surtout le soutien pour toute cause. Ils sont toujours pour quelque chose et pas contre quelque chose. La France a un énorme avenir, elle a un énorme potentiel. La France, c'est le luxe, c'est ses fromages, c'est son vin, c'est son esprit d'entreprise. Le plus important pour ce pays, c'est surtout de croire en sa jeunesse et en ses citoyens. Parce que de toute façon, que ce soit la France ou n'importe quel pays dans le monde, ce sont les citoyens qui font vivre et grandir un pays. Voilà. Venez vous installer là. Très bien. Alors, le jeu, vous l'avez compris, les micros sont là. On vous propose de réagir à ce que vous venez d'entendre. Est-ce que les sujets dont vous avez entendu parler, ceux dont nous, en tout cas, on entend parler à peu près tous les jours et qui ne ressemblent à, on entendait moyennement, bon, je suis vraiment désolé. J'espère qu'on arrangera ça pour les prochains. Pierre Larautour bénéficiera peut-être d'un son un peu meilleur. Est-ce que, en général, les sujets que vous portez, donc que vous avez entendus, j'espère, pour une part, et ceux que vous entendez tous les jours, correspondent à votre ressenti. Donc je vous laisse la parole. Quels sont les sujets, au fond, dont vous dites ce sont ceux-là, soit ceux qu'on a entendus, soit ceux que vous portez, qui doivent être au cœur des prochains mois qui vont précéder la campagne à laquelle Sandrine Rousseau participera au titre de sa candidature à la primaire verte et écologiste. Donc on verra si c'est vous qui êtes en charge de porter cette parole dans quelques temps, mais en tout état de cause, aujourd'hui déjà, vous êtes active pour diffuser un certain nombre d'idées. Donc je voudrais bien savoir quels sont les idées, les sujets, les thèmes dont vous dites il faut qu'ils soient au cœur des prochains mois et peut-être de la prochaine année. Donc il y a monsieur ici à qui on va porter un micro, un autre monsieur là-bas, ça en fait deux, puis une dame là, une dame ici, voilà, bon, ça fait... on a déjà nos 4 premiers, c'est pas mal. Allez-y, monsieur. Alors, 27 et 5. 27 yeux arrachés, 27 mains arrachées, 27 yeux crevés. Qu'est-ce qu'on fait contre ces violences policières? Deuxièmement, comme je travaille à Bure, je suis Elias, là, de l'Indre, qu'est-ce qu'on fait sur la filière nucléaire? On n'entend plus tellement parler, et c'est vraiment bon. Après Tchernobyl, Fukushima, qu'est-ce qu'on va faire exactement de ça? Et puis avant-hier, enfin il y a quelques jours, nos amis d'Attaque ont fait
comment s'appelle, on pâturlerait un peu la Samaritaine. Tout de suite, ça a été les grands cris, notamment de Anne Hidalgo. C'est du terrorisme ou je ne sais pas quoi des sorties. Bon, c'était parti en 10 minutes. C'est juste pour attirer l'attention sur les profits de Bernard Arnault. Voilà, merci. Très bien, voilà, on a lancé le débat. Alors, on va, avant monsieur au fond, on va alterner. Madame, ici au deuxième rang. Voilà. Alors, votre question était intéressante parce que c'était quelles sont les choses dont on pense qu'elles devraient venir en premier plan dans la campagne. Exactement. Voilà. Et bien pour moi, moi j'ai milité en 2012 pour les législatives, j'étais candidate et maintenant je suis touchée de voir qu'enfin on parle des sujets pour lesquels je militais en 2012, à savoir la transition écologique qui est pourvoyeuse d'emplois. Et pour moi, c'est le sujet qui doit être absolument mis sur le débat et qui doit être absolument inculqué presque de manière pédagogique dans les esprits, parce que je crois que c'est le sujet qui est au cœur d'une meilleure répartition des égalités, parce que c'est pourvoyeur d'emplois. Et le deuxième sujet qui va avec, c'est le retour dans les territoires d'une vie locale absolument très développée, puisqu'on a vu avec le Covid que les gens se sont, pour beaucoup, retirés dans les campagnes, pour ceux qui ont eu de la chance de pouvoir aller vivre, qui dans la famille, qui dans leur maison, à la campagne. Et on voit bien qu'il y a des gens qui ont pris le parti de quitter les métropoles. On en parle. La Croix titrait sur les villes moyennes avant-hier, sur l'importance des villes moyennes. C'était leur gros titre, hein, leur première page. Donc, je crois que la transition écologique et le retour dans les territoires, l'activité locale, la promotion des richesses des territoires, avec un développement de nouveau du service public dans les territoires. Et puis, moi, j'ai été très touchée par le fait que dans le film, on disait qu'effectivement, on ne prête qu'aux riches, quoi. C'est-à-dire, on va de plus en plus vite de Paris à Marseille ou de Paris à Lyon. Et puis, malheureusement, par exemple, je pense à la ligne de train entre Fontenay-le-Comte et Cholet, je crois, qui avait été supprimée. Enfin, les petites lignes de train comme ça qui n'existent plus. Bon, voilà. Juste une petite remarque avant de donner le micro à d'autres. Vous dites qu'il faut inculquer la problématique de la transition écologique. Oui, parce que ça n'est pas dans tous les esprits. Excusez-moi, mais les gens en parlent. C'est sûr qu'il faut leur inculquer ou inculquer, c'est peut-être un mot parce que je parle avec l'émotion, mais j'ai pas choisi le bon mot probablement. Mais c'est parce que je crois que ça n'est pas encore une conviction de chacun. Je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Pour en parler même dans nos familles, je pense que ça n'est pas une conviction de chacun. Très bien. Allez, on continue. On fait tourner le micro et ensuite je fais réagir Sandrine Rousseau. Monsieur, c'est bien. Merci de vous être là. Oui, d'accord. Allez-y, on vous apporte un micro. Oui, un peu dans la continuité de ce qui vient d'être dit. On parle de fracture sociale. On peut parler de fracture écologique. Il y a une vraie fracture territoriale. Et donc la question que j'ai envie, sur laquelle on débatte, c'est cette fracture territoriale dans la ruralité et également dans les banlieues. Nous, dans nos territoires, se posent des problèmes de mobilité, des problèmes d'emploi, des problèmes de solidarité. Et donc j'aimerais savoir ce que vous pouvez nous apporter dans ce domaine. Monsieur le maire, pardon, gardez le micro, vous n'êtes pas présenté, mais vous pouvez vous présenter. Oui, mais je parle en tant que citoyen. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Vous êtes un des citoyens importants à la Charité-sur-Loire. Est-ce que vous avez l'impression que le sujet que vous venez d'aborder est présent pour l'instant, on verra ce qu'en dira Sandrine Rousseau, est-ce qu'il est présent dans le débat public en ce moment, et notamment dans celui qui est mené par ceux qui se présentent déjà, d'ores et déjà, devant les citoyens? Bien évidemment, on en parle un peu quand même dans les élections territoriales, sinon ce serait inquiétant. Mais au niveau du débat national, moi j'entends pas grand-chose sur ce point. Et le constat qu'on peut faire, c'est que les citoyens des campagnes votent de manière plus importante pour le Front National, je dis toujours Front National, moi, le Rassemblement National, et je pense qu'il y a un sentiment d'abandon qui est toujours présent, y compris chez les maires des petites communes, et c'est partagé par la grande majorité de la population locale. Ils ne votent pas Rassemblement National par rapport aux valeurs les plus nauséabondes de ce parti, mais parce qu'ils se sentent abandonnés et que, d'après eux, aucun courant politique n'a répondu à leurs problématiques.
Merci. Allez, ça a déclenché toute une salle de prise de parole. On va alterner. Il y a madame au premier rang. Pardon ? Oui, mais regardez, si vous voulez. Je vais vous aider. Voilà. Vous avez du papier, un stylo. Voilà, c'est parfait. Alors... Pardon. On parle beaucoup de comment la transition écologique va permettre de créer de l'emploi. C'est beaucoup dans les discours, mais concrètement, par quoi ça passe ? Quelles sont vos convictions là-dessus, notamment en matière d'emplois qui vont être détruits, bonjour, dans le secteur automobile, dans le secteur de l'aéronautique, etc. Enfin voilà, quelles sont les filières pour vous d'avenir en France en matière d'emploi ? Et pensez-vous sérieusement qu'on peut faire une transition énergétique sans le secteur nucléaire aujourd'hui ? Très bien. Sans ? Le nucléaire. Ah bah voilà, ça rejoint la première question. Voilà, allez, j'en prends encore parce que je ne veux pas charger trop votre travail. On va prendre 2 interventions, mais après j'en prendrai d'autres, hein, rassurez-vous. Non, ça va ? Bon, ça va alors. Alors, au premier rang, puis on n'oublie pas ceux qui sont au fond. Oui, apportez un micro au monsieur qui est au fond. Il l'a déjà ? Non, pas encore. On va prendre au fond. Attendez, 2 secondes. Je vous donne la parole après. Levez-vous parce qu'on ne vous voit pas du tout si ça ne vous ennuie pas. Merci, c'est gentil. Merci, donc on parle d'audition citoyenne. Donc moi la question c'est est-ce que nous sommes encore en démocratie ? Alors parlez plus près du micro, plus distinctement, parce qu'avec le masque et tout ça, on ne vous entend pas du tout. Je disais oui, on parle d'audition citoyenne. Donc j'aurais une question, je vais la poser en premier. C'est est-ce que nous sommes encore en démocratie ? Donc notamment 2 faits. On parle de concentration du pouvoir dans la Ve République. Est-ce qu'il n'y a pas des étapes à entamer en ce sens ? Et deuxièmement, on voit le taux d'abstention record lors de ces dernières élections. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un questionnement à faire sur le rôle de l'élu, et notamment sur l'exemplarité ? Ça a été remis souvent en question, et notamment cette confiance en nos élus. D'accord. L'exemplarité, la confiance dans les élus, très bien. On continue. Alors voilà, vous aviez le micro. C'était presque la même question que j'allais poser, parce que le premier intervenant dans la vidéo, il a posé la problématique des élections. On vote. On a des élus au niveau local, départemental et régional qui, malheureusement, paraît-il, n'ont pas assez de pouvoir. Et c'est la raison qui justifie souvent l'abstention. Les gens ne veulent pas aller voter parce qu'ils se disent que ça ne sert à rien. Est-ce que ça ramène à la nécessité de réformer la Ve République qui semble avoir posé ses limites ? J'aimerais avoir la vue de Mme Sandrine. D'accord, un changement de République pour redonner du pouvoir aux élus. Est-ce qu'il y a encore des interventions ? Oui, allez-y. Quand vous avez le micro, attendez, on va d'abord faire le tour de ceux qui n'ont pas parlé. Il y a 2 personnes là qui ont demandé la parole, 3 pardon, avec madame que je ne voyais pas au premier rang. Voilà, puis on amènera au jeu. Voilà. Moi, j'avais envie de vous poser une question sur l'économie. Donc on parle beaucoup, en tout cas avec la loi Pacte, du rôle que l'entreprise peut jouer avec une dimension sociétale. Est-ce que vous pensez sérieusement que la loi Pacte peut permettre, en tout cas aux entreprises, d'afficher un réel rôle, un réel impact ? Et vous le pensez, vous ? Moi, je pense que c'est mieux que rien, mais que quand même, globalement, un peu comme la RSE, ça peut être une simple couche. Et que ce qu'il manque, en tout cas, c'est de réelles garanties. Alors, la loi Pacte le permet un peu, mais pas suffisamment. Et donc, la question que j'aimerais poser à Sandrine Rousseau, c'est comment on peut vraiment mettre en place une réelle politique qui permette à une économie de transformation. On sait qu'on a l'économie sociale et solidaire qui a un véritable rôle à jouer et qu'on la prend tellement pas au sérieux qu'en fait, ça ne fait absolument pas partie des débats publics, et j'aimerais avoir votre avis sur cette question-là. Alors je prends encore 2 interventions, pas plus, pour quand même que vous ayez un temps pour vous exprimer, et on reviendra, donc ne soyez pas inquiets, je reviendrai vers vous dans la salle ensuite. Oui, allez-y, donc quand vous avez le micro, allez-y, parce que sinon, allez-y. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Sandrine. Moi j'avais une question par rapport à l'éducation, c'est un thème qui a un peu disparu des débats, je trouve. On sait qu'aujourd'hui l'ascenseur social il est en panne depuis plusieurs dizaines d'années en fait. Donc en fait, comment on remet ça au goût du jour à gauche ? Parce qu'on est au Festival des idées, mais je pense que c'est un festival des idées de gauche et écologiste. Donc voilà, je m'adresse à la candidate à la primaire écologiste. Qu'est-ce que vous comptez faire au niveau de l'éducation dans la vision que Sandrine Rousseau porte maintenant. Allez, vous serez la dernière pour l'instant. Je vous ai vu tous, hein. On fera un retour après vers vous. Madame.
Bonjour à tous, bonjour Sandrine Rousseau, merci de vous asseoir aussi inconfortablement vu que vous vous êtes laissé. Une petite chute. Je voulais, vu les résultats des dernières élections, l'abstention et en particulier chez les jeunes, je voulais savoir quelle était votre stratégie pour amener les jeunes et les moins jeunes aux urnes lors de l'élection présidentielle. Vous feriez quoi, vous ? Je dois donner la réponse ou je ne l'ai pas forcément, mais je trouverais ça intéressant d'avoir... On peut rester sur la question et la réponse, mais votre point de vue, puisque c'est une audition citoyenne, votre point de vue de citoyenne sur la façon de faire revenir les jeunes, parce que est-ce qu'ils s'intéressent d'abord, d'après vous, puisqu'il y a un débat, est-ce qu'ils ne votent pas parce qu'ils ne s'intéressent pas à la politique, ou est-ce qu'ils ne votent pas parce que la politique ne s'intéresse pas à eux, d'après vous? Ouais, je pense que c'est plutôt la deuxième option. Je pense qu'ils participent énormément. On l'a vu dans les mouvements récents, que ce soit le mouvement climat, le mouvement sur la lutte contre les violences policières ou sur les mouvements en général gilets jaunes auxquels les jeunes ont aussi beaucoup participé, ce qu'on a tendance à oublier. Donc je pense que c'est plus qu'ils ne voient plus d'utilité dans le vote parce qu'ils ne voient plus d'utilité dans l'action politique et dans l'action publique. Donc en gros, je pense qu'il faut peut-être travailler là-dessus, mais je pense que ce n'est pas l'unique solution et j'aimerais entendre les autres solutions. À vous de jouer. Et si vous oubliez quelque chose, on vous le rappellera. Merci, bonjour à tous et toutes. Alors, les premières questions parcourent quand même un champ déjà très large de réponses, donc je vais essayer d'être un peu brève sur les éléments de réponse et sans doute cela sera-t-il parfois un peu frustrant, mais je pourrais y revenir. Alors, la première, dans ce que j'ai noté dans les questions, que ce soit des citoyens, les remarques des citoyens et citoyennes et celles que vous avez faites ici, c'est qu'il y a quand même une question d'égalité et d'inclusion qui se pose de manière première, quoi. Et ça, je crois que dans le débat que nous devons avoir à gauche et dans l'écologie, cette question de l'égalité doit être présente et doit doit même être le fer de lance de notre programme politique. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il n'y a pas de transition écologique ambitieuse et il n'y a pas de manière de faire de cette transition s'il n'y a pas de manière aussi de repenser l'égalité en même temps. Et ça n'est pas si automatique qu'on pourrait le présenter quelquefois. C'est-à-dire que pour atteindre l'égalité, eh bien, il nous faut une politique. Et une politique ambitieuse, une politique courageuse. Une politique qui dise, par exemple, que les territoires doivent avoir plus de pouvoir dans la démocratie. Alors, c'est le premier intervenant qui disait ça tout à l'heure, mais moi, je partage tout à fait son analyse. C'est que une transition écologique qui est amenée depuis Paris avec des annonces à 20h le soir, en fait, ça fait rêver personne, quoi. Personne. Et surtout, ça fait adhérer personne. Alors que quand on fait le Tour de France, comme je le fais actuellement, et d'ailleurs, voilà, parfois ça blesse un peu de faire le Tour de France, mais quand on fait le Tour de France comme je le fais actuellement, mais on voit que partout, dans tous les territoires, mais même les plus pauvres, même les plus reculés, même les plus isolés, partout s'organisent des coopérations citoyennes, des solidarités citoyennes. Et moi, je vais vous dire, il y a des fois, je me couche le soir et je me dis, mais c'est quand même incroyable à quel point il y a des initiatives, mais partout, des trucs de fou. Les gens font des choses avec 3 francs 6 sous, très peu de moyens, mais qui sont coopératives, qui vont dans la transition, etc. Et en fait, ils ne sont pas aidés. C'est-à-dire que la transition, elle est pensée, encore une fois, depuis des lois souvent qui sont en deçà des objectifs, et la dernière loi climat en est l'illustration. Donc ça, c'est une des premières choses, c'est que dans la question territoriale, la question de donner aux citoyens et citoyennes la capacité de prendre des compétences, d'expérimenter, d'avoir la possibilité de déroger au droit si on veut mettre en place quelque chose, par exemple une coopérative énergétique, par exemple une organisation citoyenne quelconque, eh bien qu'ils aient la possibilité de demander cette compétence et qu'on puisse le leur donner et qu'ils puissent s'organiser. Ensuite, sur les territoires, il y a aussi un autre enjeu qui est quand même les ressources de ces territoires et l'investissement public dans ces territoires. Depuis maintenant, je dirais presque 20 ans, on a diminué notre investissement dans les services publics. Or, moi, je voudrais revenir à ce pourquoi on a créé les services publics. On a créé les services publics à l'issue de la Seconde Guerre mondiale en se posant cette question: de quoi a-t-on absolument besoin, quel que soit notre niveau de revenu, quelle que soit notre situation, de quoi a-t-on absolument besoin pour vivre dignement dans la société?
Et à l'époque, la réponse a été le téléphone, l'électricité, l'énergie, et donc un ensemble de biens et de services dont on estimait qu'ils étaient absolument indispensables à vivre dignement dans la société. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit exactement se reposer la même question. Et la crise du Covid nous a aidés de ce point de vue-là. Et donc sur les territoires, la question c'est de quoi on a absolument besoin. On a absolument besoin d'avoir des médecins, une santé, l'accès à la santé. On a absolument besoin d'avoir accès à l'éducation. On a absolument besoin d'avoir un certain nombre de services publics, préfecture, services délocalisés, postes, etc. On a absolument besoin aussi de mobilité. Et c'est en cela que, mais j'y reviendrai sur la fiscalité carbone, il y a quelque chose vraiment de l'ordre d'une inégalité territoriale extrêmement puissante dans toute fiscalité carbone et qu'il va nous falloir corriger. Et puis j'ai envie de dire aussi que dans les milieux ruraux, dans les territoires ruraux, il nous faut aussi des emplois de qualité. Parce que si on regarde la structure d'emploi des territoires ruraux, eh bien on a beaucoup d'emplois type service à la personne pour les femmes et emploi de l'artisanat pour les hommes, voire ouvriers pour les hommes, parce que c'est pas parce que le territoire est rural qu'il n'y a pas d'emploi d'ouvriers. Et en fait, ce sont des emplois qui sont aujourd'hui fragilisés et qui souvent sont des emplois pénibles, des emplois mal payés. Et quand on parle des services à la personne, 75% de ces services ne permettent pas aux personnes qui occupent ces emplois de dépasser le seuil de pauvreté. Donc en fait, on a une espèce de pauvreté entretenue, et c'est en cela aussi que moi, par exemple, je soutiens le revenu d'existence, parce que pour des emplois qui sont comme ça, des emplois de quelques heures, qui sont absolument indispensables au lien social, qui sont absolument indispensables au prendre soin des aînés, des personnes en situation de handicap, etc., eh bien, on a aussi besoin d'avoir un complément de revenus qui permette de vivre dignement. Et en plus, si on fait un revenu d'existence, on augmente les plus bas salaires et donc on augmente la rémunération de ces personnes, ce qui est absolument indispensable. Je parle trop là déjà ? Non, disons, on va se donner encore 5 minutes et ensuite je retourne dans la salle pour qu'on reste sur ce principe d'audition citoyenne. D'accord. Alors, en 5 minutes, dire que oui, la 5e République aujourd'hui ne va pas, mais ne va pas du tout. Il y a eu plusieurs questions sur l'abstention, mais là, cette 5e République crée des espèces de robots politiques qui personnifient complètement le pouvoir et qui nous disent à 20h, encore une fois, quoi faire le lendemain matin quand on se lève. Et je crois que là, pour lutter contre l'abstention, un des sujets, c'est à la fois de porter une réforme constitutionnelle et évidemment de sortir du présidentialisme, de refaire la proportionnelle, de donner du poids au territoire, etc. Mais c'est aussi de se dire que la manière de faire de la politique doit changer. On ne peut pas continuer à avoir un système politique désincarné, déshumanisé, fait de communication politique permanente. Moi, ce que je rêve de faire dans cette présidentielle, c'est de faire en sorte qu'un mouvement citoyen se lève. On parlera sans doute après de l'alliance des partis, ok, mais surtout que l'on permette à des citoyens et citoyennes de faire de la politique. Moi, je n'ai pas envie que vous me posiez toutes les questions et que j'ai toutes les réponses. Moi, j'ai envie de faire de la politique avec vous. J'ai envie que vous me disiez, depuis la position de maire rural ou de maire solo, depuis la position d'emploi de service à domicile ou de retraité, j'ai envie que vous me disiez de quoi vous avez envie. Comment on fait en sorte qu'on redonne de l'espoir dans la politique et qu'on redonne de l'espoir dans l'avenir de la France. Aujourd'hui, la France est en train de basculer vers un fascisme rampant où la seule question, c'est la laïcité et l'exclusion de l'autre. Comment on se réveille face à ça ? Comment on se réveille? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on travaille ensemble. Moi, je n'ai pas toutes les solutions. Si je les avais, je vais vous dire, ce serait même dangereux. Donc, venez, faisons ensemble, travaillons ensemble et créons quelque chose d'inédit. Créons ce qui n'est pas attendu dans cette présidentielle. Créons un mouvement qui vienne à la fois des quartiers et des villes, qui vienne des plus pauvres comme des plus riches et qui vienne des retraités comme des plus jeunes. Mais franchement, c'est notre responsabilité à tous et toutes. Ça n'est pas que ma responsabilité, c'est vraiment la nôtre ensemble et je sais qu'ici, vous êtes conscientisés, donc allons-y. Très bien, ben voilà, vous avez très bien fait la transition pour redonner la parole à la salle. Et
Vous avez évidemment totalement raison. Là, la question n'est pas tant de poser des questions à Sandrine Rousseau, mais vous voyez qu'elle a tout à fait la possibilité de réagir à vos interventions. Mais on est bien sur l'idée des sujets dont vous voulez qu'ils soient installés dans ce débat qui va s'ouvrir, qui est un débat politique. Donc je vous donne le micro, monsieur. Enfin, c'est pas moi d'ailleurs qui vous le donne. Levez la main parce que le temps qu'on vous identifie. Voilà, voilà. Ça fait longtemps que le monsieur attend. Ensuite, ici, alors, il n'y a que des hommes qui lèvent la main, donc on va alterner. Donc, voilà, ça sera plus juste. Voilà. Je ne vous vois pas parce que le monsieur est juste devant. Voilà, le jeune homme, voilà. Excuse-moi. Allez-y. Bonjour, je suis militant notamment au mouvement de la paix. Il y a un sujet qui me tient à cœur et dont on ne parle jamais, c'est l'illégalité de la France vis-à-vis du traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été adopté à l'ONU par les 50 premiers pays, ratifié par les 50 premiers pays sur les 200 qui l'ont adopté il y a 3 ans, et donc qui oblige les États à abandonner l'arme nucléaire. Et évidemment, les 9 puissances nucléaires y sont défavorables, et la France en premier. Il y a un parti qui s'est engagé à entamer le désarmement nucléaire, pas unilatéralement, mais de manière synchronisée avec les autres puissances nucléaires. Et je voulais savoir ce qu'en pense Sandrine Rousseau. Allez, on va continuer. Donc, comme j'ai dit que j'alternais, ce sera à vous, forcément, puisque pour l'instant, je n'ai sinon... Voilà, ensuite on ira là-bas. Allez-y. Bonjour, je me permets de reposer la même question parce que du coup il n'y a pas eu de réponse et je pense que le sujet de l'emploi il est crucial et en fait on ne peut plus se satisfaire d'un discours écologiste, que la transition écologique crée de l'emploi. On a besoin de comprendre concrètement comment on va faire et comment on fait la transition énergétique sans le secteur nucléaire. D'accord, alors comme j'ai présenté Sandrine Rousseau comme écologiste et économiste. Pardon de ne pas avoir répondu, voilà, j'y reviens de même que j'ai pas répondu à on va y revenir parce que dans le débat public il y a effectivement cette question qui est très fortement posée. Alors, c'est noté. Allez, on continue. Allez, on va. Oui, parce que comme ça, j'oublie pas et je suis sûre de répondre. Il y a 3 questions auxquelles j'ai pas répondu. Donc, sur les emplois, moi, je pense qu'il faut assumer le fait qu'il y a des secteurs qui vont perdre des emplois. Je pense qu'il faut assumer le fait qu'on a 5 ans pour agir et que si on a 5 ans pour agir, eh bien, il faut le faire de manière assez forte, volontariste, courageusement, et qu'il y a des personnes qui, évidemment, occupent des emplois aujourd'hui qui vont disparaître. Ça ne veut pas dire que les personnes doivent souffrir de cette situation. Et c'est en cela que dans le programme que je porte, il y a une mesure à laquelle je tiens particulièrement, qui est qu'on ait le droit, tous et toutes, à partir de 18 ans, à 5 années d'études payées complètement au salaire au SMIC. C'est-à-dire que 5 années, ça permet à toute personne qui perd son emploi ou qui veut avoir une reconversion de vraiment se poser, prendre le temps de changer radicalement d'emploi. Vous pouvez être ouvrier de l'automobile et devenir, je ne sais pas, consultant en quelque chose, ou vous pouvez être ouvrier de l'automobile et devenir menuisier ou architecte. Enfin voilà, qu'on reprenne le temps de l'étude et qu'on ne reste pas cantonné à des petites mesures d'accompagnement qui sont en fait des mesures qui permettent juste de se donner bonne conscience mais qui ne permettent pas aux personnes de changer radicalement de secteur. 5 années d'études, ça permet aussi de réduire le temps de travail et donc de faire en sorte que l'on partage le travail. Et ça fait partie aussi des mesures de transition qui permettent à chacun et chacune d'avoir une sécurité dans son parcours d'emploi. C'est que oui, on va partager le travail, oui, on va réduire le temps de travail. On ne peut pas travailler plus et de toute façon, ça n'a pas de sens de travailler plus dans la transition écologique. Donc voilà, ça je pense que c'est je pense que ça donne matière à sécuriser les parcours et à faire en sorte que les gens ne s'agrippent pas à quelque chose dont qu'ils ont peur de perdre parce qu'ils ont peur de tomber dans la précarité et dans le déclassement. Donc 5 années d'études, et je pense que ça révolutionnerait en plus quelque chose de fondamental qui est l'égalité face à l'éducation, puisque plus on est diplômé, plus on a de la formation continue, alors que moins on est diplômé, moins on a accès à la formation continue. C'est un système qui existe déjà en partie, pas exactement comme vous le dites, non mais ailleurs qu'en France, je veux dire. Oui, c'est bien sûr pas en France du tout. Mais pas 5 ans. Non, bien sûr, c'est un peu moins. Sur le maintien de l'ordre, juste le maintien de l'ordre, on a
on est dans une impasse sur le maintien de l'ordre. On est dans quelque chose qui devient de plus en plus violent. C'est inadmissible ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes, inadmissible. Et je pense que même les policiers ne peuvent pas se retrouver là-dedans, parce qu'une partie sans doute des policiers et policières, se sentaient très proches des Gilets jaunes et auraient sans doute aimé avoir d'autres consignes que celle de rentrer dans le tas. L'Allemagne et l'Angleterre ont fait un travail magnifique sur le maintien de l'ordre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en Allemagne et en Angleterre, il y avait des manifestations extrêmement violentes. Il y avait les hooligans en Angleterre et en Allemagne, il y avait les Black Blocs qui faisaient des manifestations ultra violentes. Eh bien, ils ont modifié, ils ont réformé radicalement leur maintien de l'ordre. Et aujourd'hui, il n'y a plus de blessés dans les manifestations, ni en Angleterre, ni en Allemagne. Alors, je ne vais pas détailler les mesures qu'ils ont prises, mais je veux dire, ce n'est pas des mesures révolutionnaires. Ce n'est pas des mesures qui sont difficiles à mettre en place. C'est juste un changement de philosophie. C'est que plutôt que de répondre à des mouvements de foule par de l'agressivité, eh bien on répond par des mouvements de foule, par l'information, l'accompagnement et par l'isolement des personnes qui sont les plus violentes, mais un isolement sans violence. C'est-à-dire juste on les met à l'écart de là. Et ça, franchement, je crois qu'on a un très gros travail à mener avec la police là-dessus. Et j'ai pas répondu au nucléaire. Excusez-moi, on est un peu contraint par le temps, hein. Il nous reste 8 minutes exactement. Donc je vais prendre une salve d'intervention dans la salle pour vous laisser le temps d'une conclusion. Alors c'est parti, soyez court pour laisser la possibilité au plus de personnes possible de parler. Oui, au deuxième rang ici. Alors si vous vous levez, c'est sympa parce qu'on vous voit mieux comme ça. Ouais. De manière générale, quand on entend les propositions de différentes... Enfin, les programmes des différentes forces de gauche actuellement en France, et toujours les discours qu'on tient à gauche sur le renforcement du service public, ne pas vouloir imposer des plans d'austérité. Tous ces programmes, j'ai l'impression qu'ils vont de toute façon un peu à contresens des directives de Bruxelles. Donc comment on fait en France pour mettre en place un programme à gauche qui va pas en contresens de Bruxelles, ou comment on fait pour se fâcher avec Bruxelles mais sans trop se fâcher, enfin voilà, comment on fait en France pour mettre un programme de gauche et continuer à avoir la question de l'Union européenne. Et ensuite, je voulais rebondir sur ce que vous dites sur la question de les 5 ans que vous proposez d'études au SMIC. Est-ce que le SMIC va être revalorisé? Parce que à combien? Et malgré tout, certaines personnes se retrouvent... Enfin voilà, c'est la question de comment on met en place ceci et supprimer des emplois pour qui produisent... Comme vient de me dire Sandrine Rousseau, c'est un peu frustrant parce que 45 minutes... Quand on mène un combat public, c'est pas beaucoup, mais elle a accepté le jeu d'écouter les questions. Il faut juste les faire un peu plus courtes pour qu'on ait vraiment le temps d'en prendre un maximum et de lui donner la possibilité de réagir à vos questions. Alors il y a le jeune homme au premier rang, ça fait longtemps qu'il attend, on va lui donner. Ensuite je vais là-bas, je prends 4-5 interventions et je reviens vers Sandrine Rousseau. Allez-y. Oui, 2 remarques du coup rapidement si vous avez le temps de dire quelque chose. La première, c'est je pense que c'est complètement oublié dans le débat politique en général, y compris à gauche, c'est la question de la géopolitique. En fait, c'est quelque chose auquel on pense plus du tout. Donc je voulais savoir, par exemple, la place de la France dans l'OTAN. Est-ce qu'il faut une défense européenne? Peut-être une réponse très rapide, parce que, bon, évidemment, ça nécessiterait des heures. Mais parlez bien dans le micro, sinon vous n'entendez pas. Donc la place de la France dans l'OTAN, et puis éventuellement une défense européenne. Et puis la deuxième question, c'est, vous êtes prof dans l'enseignement supérieur. Peut-être une mesure pour l'enseignement supérieur, ou pareil, ça n'a pas encore été évoqué. Ok, merci pour la brièveté aussi. Voilà, alors allons-y. Allez, j'en prends encore 3 et ensuite vous avez le temps nécessaire pour boucler cette séance d'audition citoyenne. Allez-y. Je suis Constantin Yantanzer, mathématicien et cognitiviste. Et la question... Parlez plus près du micro, on vous entend. Je suis Constantin Yantanzer, mathématicien et cognitiviste. Et la question que je me pose, c'est concernant l'éducation. Enfin, pour vous, comment est-ce que vous voyez l'éducation et cette mesure? Quel est son rôle dans la démocratie? Pour moi, il est fondamental parce que c'est ça qui permet de comprendre toute la gouvernance. Et vous êtes économiste, vous savez que c'est une des professions auxquelles on fait moins confiance que la météo. Et justement, c'est une étude d'Esther Duflo qui c'était assez amusant de... Et pour conclure... donc ma question, c'est cette mesure des 5 ans, c'est fondamental. Et quel est le rôle vraiment de l'éducation? Quelle est la mission de ce service public pour vous? D'accord, la place de l'éducation dans le débat public qui s'annonce avec les positions de Sandrine Rousseau. Allez-y. Oui, merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi j'ai une question concernant le logement. Comment on fait pour résoudre la problématique liée au logement ou les problématiques liées au logement, que ce soit le mal logement ou le manque de logement?
sans en fait avoir de l'étalement urbain ou de la minéralisation. Voilà, comment on fait pour résoudre ce souci de logement? Très bien, et sans oppresser, comme disait le monsieur de Toulouse, en construisant trop au même endroit, ce qui est aussi un autre problème. Et voilà, vous serez le dernier pour l'instant. Hein, et puis, oui, il y a une deuxième session qui s'ouvre, vous pourrez encore prendre la parole, allez-y. Bonjour tout le monde. J'avais une question sur la question, sur le baccalauréat et le lycée, puisque bon, je vous entends pas, pardon. Je vous entends pas du tout. Vous m'entendez? Voilà, là comme okay. ça, oui. J'avais une question sur le baccalauréat et le lycée, tout simplement, puisque bon, on a Jean-Michel Blanquer, par exemple, qui récemment a annoncé qu'il supprimait les E3C, mais pour faire en sorte que le contrôle continu tout au long de l'année compte en partie au bac. Si vous deviez redonner le caractère national au baccalauréat, comment vous le feriez? Est-ce que vous garderiez du contrôle continu, mais des épreuves nationales identiques pour tous les bacheliers, ou vous remettriez des épreuves, une seule épreuve, à la fin de l'année nationale? Et si vous deviez faire une réforme du lycée, puisque Jean-Michel Blanquer a fait une réforme du lycée qui n'arrange pas les lycéens, laquelle feriez-vous? Ok, bon, on va s'arrêter là. Sandrine Rousseau, vous avez 5 minutes, pas plus, pour conclure. Mais j'imagine qu'il y a un site très bien fait, j'en suis sûr, sur lequel on peut se reporter pour mieux prendre connaissance encore de toutes vos positions. Allez-y. Bon bah là, 5 minutes, je peux pas répondre à tout, hein, je suis désolée. Vous choisissez vos terrains. Alors, il y avait une question sur l'Europe. Je vais prendre celle-ci en premier. L'Europe, elle doit être sociale, elle doit être refondée. On doit avoir une fiscalité européenne, notamment sur la taxe sur les transactions financières, et comme ça, augmenter le budget de l'Europe sans peser sur les ménages et sans peser sur les différents États. Et moi, je suis pour qu'on refonde les traités, mais qu'on les refonde après avoir travaillé la majorité en Europe pour que ce ne soient pas des traités qui soient pires que ceux que l'on a actuellement. Et donc, il y a tout un travail démocratique à faire là-dessus. Votre question, ça portait sur... La défense. Sur la défense européenne et sur la géopolitique. Alors moi, je suis assez inquiète, pour dire vrai, de la stratégie de la Chine, et notamment des routes de la soie et des nouvelles routes de la soie et de toute leur stratégie internationale. Je pense que l'Europe doit se doter d'une défense commune pour devenir une puissance géopolitique. Je pense aussi qu'elle doit parler d'une même voix sur la place internationale. Et en l'occurrence, je pense qu'on est les seuls aujourd'hui à pouvoir mettre les droits de l'homme, les droits humains, donc les droits de l'homme et de la femme, les droits humains au cœur des politiques géopolitiques, parce qu'on a quand même complètement oublié ça dans les derniers temps, et que voilà, c'est quand même notre force de l'Europe que d'avoir des valeurs, et je pense qu'il nous faut les redéfendre. Il y avait l'éducation beaucoup. Hein, il y avait l'éducation. L'éducation, je ne peux pas répondre en 3 minutes. Juste rappeler peut-être la base. C'est que l'éducation, c'est à la fois, et on n'a pas parlé de la culture, mais ce sont des piliers d'émancipation. Donc dans une transition écologiste, ça fait partie ces deux secteurs doivent être des secteurs que l'on renforce considérablement, puisque ça permet l'émancipation, ça permet l'égalité, et ça permet aussi d'avoir des temps de réflexion, de création, de loisirs qui ne soient pas marchands. Donc moi, je voudrais, et moi, présidente de la République, j'augmenterai considérablement et le budget de l'éducation et le budget de la culture. Et sur l'éducation, il y a vraiment à revoir. Alors pardon s'il y a des profs dans la salle, et j'en fais partie, donc prenez ça comme la communauté, mais il y a vraiment quelque chose de fond en comble à revoir dans le système éducatif, parce qu'aujourd'hui, il fait souffrir les profs et il fait souffrir les élèves, et que là, on ne peut pas continuer à avoir un système autant de reproduction sociale que l'on a actuellement. Mais pourquoi ce sujet est si peu présent dans le débat public? C'est un des sujets les moins évoqués dans le débat public. C'est un problème. Et le plus évoqué dans les salles et dans les réunions comme celle-ci. C'est un gros problème, parce qu'en plus, dans le Covid, on a vu les inégalités d'éducation exploser, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup des conséquences du Covid sur d'autres catégories, notamment les restaurateurs et tout ça, qui ont beaucoup subi ça. Mais les étudiants et les personnes... Par exemple, dans la crise du Covid, on n'a pas pensé
la question de cours à distance. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas interrogé sur où l'élève faisait son cours. Est-ce qu'il avait un ordinateur? Est-ce qu'il avait une salle? Est-ce qu'il avait une connexion? Enfin, là, on a fait exploser, et moi qui suis prof à l'université, vraiment, je suis très inquiète des étudiants et étudiantes et de ce qu'ils vont devenir. J'espère qu'ils vont se réinscrire et j'espère qu'on va réussir à les remotiver pour suivre des études. Mais ce que je sens, et ça répond à la question sur l'abstention des jeunes, ce que je sens chez les jeunes, c'est une espèce de colère sourde. Enfin, vous pouvez me contredire si vous ne ressentez pas ça, mais une espèce de colère, et une colère qui, j'espère, va s'exprimer dans les urnes et va dire, mais là, on veut quelque chose qui change radicalement, une incarnation qui soit radicalement différente. On en a ras-le-bol d'être humilié, ignoré et non respecté par les hommes et les femmes politiques. Et donc, voilà. Enfin, en tous les cas, moi, je vais vous dire, j'entends cette colère parce que je la partage, que j'ai des enfants qui sont jeunes et que je trouve que c'est vraiment scandaleux ce qui se passe actuellement et ce qui se passe notamment depuis 5 ans sur la jeunesse, et on n'en parle pas suffisamment. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau. On peut vous applaudir parce qu'en plus, vous avez tenu les délais. C'est sans doute comme... Et le nucléaire, il faut en sortir. Il faut sortir du nucléaire. C'est sans doute aussi, excusez-moi, comme vous êtes prof, vous savez qu'il faut respecter les délais, parce qu'il y a un autre cours après, donc en général. Et juste une petite question de béotien, excusez-moi, il y a une primaire qui s'annonce dans votre mouvement, et qui peut y participer? C'est juste une question comme ça, je la poserai aussi aux autres candidats à la primaire. Alors il y a une primaire des écologistes, normalement les inscriptions à la primaire commencent demain. Enfin, je croise les doigts parce que mais normalement ça commence demain. Vous vous inscrivez sur le site, il faudra payer 2 € et vous pouvez voter à partir de 16 ans, même si vous n'êtes pas évidemment adhérent ou adhérente de ELV. Donc vraiment, inscrivez-vous massivement et faites en sorte qu'on sorte d'une espèce de caractère raisonnable de la politique. Enfin, vous, je ne sais pas vous, mais moi j'en peux plus des discours raisonnables en politique. Je pense que c'est le moment de renverser la table et que c'est là qu'il faut le faire. Merci Sandrine Rousseau. Je récupère mes fiches. Allez, à toi de jouer. Allez, pour ce jour. Bien. Sans transition, la suite. Alors, donc le principe reste le même. Et pour que tout le monde soit traité de la même manière, on va recommencer avec le même dispositif, donc 45 minutes,